Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'AFC. Nous allons tout de suite voir les principaux titres de ce magazine. D'abord, nous parlerons de l'Angola, la Zambie et le Mozambique. Comment se porte le football dans ces pays? Focus dans quelques secondes. Deuxième grand titre, que peut-on retenir de la finale de la Coupe de la Confédération? C'était à Pretoria, en Afrique du Sud. Et puis troisième titre, c'est ce vendredi 1er septembre depuis Moscou que nos sélections connaîtront leur adversaire à la Coupe du Monde en Russie. Qui est invité? Réponse dans ce magazine. Notre plateau avec, pour commencer, Karim Baldé. Karim Baldé, jeune journaliste guinéen. Bonsoir Karim. Bonsoir José, bonsoir à tous. Et nous avons également avec nous le grand Patrice Loco, international français, avec plus, disons, 26 sélections, j'allais dire plus de 25 sélections, mais 26 au total. Vous avez joué à Nantes, au Paris Saint-Germain, à Lorient, Montpellier, Lyon 3, Ajaccio, un vrai globe-trotteur. C'est ça, mais bonsoir à tous. Et puis Stéphane Saint-Raymond. Et Stéphane, vous êtes directeur de la communication à la FIFPro Afrique et vous avez votre congrès qui commence la semaine prochaine. Bonsoir Stéphane. Bonsoir, tout à fait José. Nous avons notre congrès dans un peu plus d'une semaine au Caire, en terre africaine. Eh bien, nous allons parler justement dans cette émission. Question aux internautes tout de suite. Alors, que pensez-vous justement du CHAN? C'est le championnat d'Afrique des Nations, à ne pas confondre avec la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Vous intervenez sur Facebook, Africa24 TV ou sur Twitter avec le hashtag Africa24. Nous allons rentrer dans le vif du sujet après ça. Et à la une, justement, rares sont ces pays qui se qualifient pour la phase finale de la Coupe du Monde. Je vais citer l'Angola, le Mozambique, mais aussi la Zambie. Nos bureaux en place sur le continent ont voulu en savoir plus sur ces équipes. Voyons ce sujet de la rédaction avec Marcel Farba-Maroun. Si géographiquement, la Zambie, l'Angola et le Mozambique sont dans la même zone, un écart sépare ces trois nations au niveau footballistique. La Zambie se qualifie pour la première fois en Coupe d'Afrique des Nations en 1974, mais battue par la République démocratique du Congo. Ce n'est qu'en 2012 qu'elle remporte son seul et unique titre continental face à la Côte d'Ivoire. Elle n'a toutefois jamais pris part à une Coupe du Monde. L'Angola, elle, a déjà participé à une phase finale de Coupe du Monde en 2006 en Allemagne contre toute attente, mais a été stoppée au premier tour. Les Palancas Negras ont participé à 7 Coupe d'Afrique des Nations avec comme meilleur parcours une place de quart de finaliste en 2008 et 2010. Quant au Mozambique, il a réussi à se qualifier à 4 Coupes d'Afrique des Nations en 1986, 1996, 1998 et 2010, mais a toujours été éliminé au premier tour. Les Mambas ne se sont jamais qualifiés en Coupe du Monde. Et nous allons ouvrir le débat tout de suite après ça. Alors, messieurs, vous avez le droit de dire ce que vous pensez de ces équipes. Tout d'abord, l'Angola, on les surnomme les antilopes noires. Participation une fois en Coupe du Monde en 2016 et éliminé au premier tour en Coupe d'Afrique, on l'a dit, 6 participations et 2 quarts de finale. L'entraîneur est un Brésilien, Roberto Bianchi, et ça se comprend. Qu'est-ce que vous en savez, vous, Karim, de cette équipe dans l'Angola? L'Angola, c'est vrai que quand on parle de l'Angola, on se souvient surtout de la participation à la Coupe du Monde de 2006 en Allemagne. C'est une équipe qui avait surpris, il y avait eu ce fameux duel contre le Portugal notamment. Et c'était l'occasion pour ce petit pays, entre guillemets, au niveau footballistique bien sûr, d'émerger sur la plus grande scène internationale. C'est vrai que depuis lors, on a un peu perdu trace de cette sélection des Palancas Negras. Alors, on espère, et votre sujet l'a montré, on espère pourquoi pas les retrouver à l'avenir quand même, parce que c'est vrai que c'est une sous-région où finalement il n'y a pas tellement d'équipes, donc il y a quand même de la place pour représenter même la sous-région d'Afrique australe à une échelle continentale et internationale. Patrice Leco, vous vous êtes intéressé de ces pays, par exemple comme l'Angola ou pas? Alors non, je ne suis pas vraiment leur championnat ou leur match. Tout ce que je sais, c'est qu'effectivement, il y a des petits pays au niveau football, qui, je pense, ont quand même des joueurs de talent, sûrement au niveau formation, ils ont sûrement des jeunes joueurs qu'on a envie peut-être de voir au plus haut niveau, et notamment sur la Coupe d'Afrique. Donc je trouve que c'est très bien. Ex-colonie portugaise. Et vous, Stéphane? Je pense que ces pays-là, hormis peut-être la Zambie qui a montré en 2012 qu'elle était capable de rivaliser avec les meilleurs sous la conduite d'Hervé Renard, on s'en souvient. Je pense que ces pays-là souffrent du fait que les joueurs sont opposés à d'autres footballeurs africains qui eux, ont une habitude plus régulière du haut niveau parce qu'ils évoluent dans des grands championnats et des grands clubs, et que c'est, je pense, à ce niveau-là que ces équipes
équipes-là souffrent parce qu'au niveau des qualités, pour moi, il est évident qu'elles sont présentes, mais il y a cette petite différence d'approche du haut niveau, de connaissance du haut niveau. Et quand vous rencontrez des équipes comme la Côte d'Ivoire, comme le Cameroun, comme le Nigeria, avec des joueurs qui disputent les championnats d'Angleterre, de France, d'Allemagne, qui jouent des Coupes d'Europe régulièrement, qui gagnent des Coupes d'Europe, etc. C'est vrai que c'est beaucoup plus difficile de se mettre au plus haut niveau, surtout quand on n'a pas cette connaissance-là. Et je pense que c'est de cela que souffrent ces équipes plus qu'autre chose. Oui, la Zambie qui avait marqué quand même le monde du football africain, c'était en 2012 avec une victoire à la CAN avec Hervé Renard. Ça, on s'en souvient contre la Côte d'Ivoire notamment, et cette finale où les Ivoiriens devaient remporter le match et finalement ça a été au tir au but et on connaît la suite de l'histoire. Mais c'est vrai que pour corroborer ce que vous dites sur les Chipolo-Polo, ça peut marcher une fois, comme en 2012, avec un sélectionneur extraordinaire qui est Hervé Renard, qui a réussi à qualifier le Maroc pour la Coupe du Monde, avec en plus un groupe qui se connaît bien, des joueurs qui jouent dans le championnat, ou souvent en Afrique du Sud d'ailleurs, donc c'est des joueurs qui se connaissent par cœur, et ça a pu jouer face à des sélections comme le Cameroun, etc., des grosses sélections qui, elles, sont composées de joueurs qui sont un peu éparpillés partout en Europe, certes au plus haut niveau, mais beaucoup plus éparpillés, alors qu'eux avaient un bloc très solide en 2012, et Hervé Renard avait su tirer profit de cela. Maintenant, le problème, c'est sur le long terme. On a bien vu après la CAN 2012, ça n'a pas été vraiment suivi d'effet, et pour la Coupe du Monde, il faut un autre niveau, et surtout avec un calendrier des éliminatoires aussi qui est étalé sur quasiment 2 ans, c'est assez compliqué pour ces petites nations-là d'espérer aller au mondial avec une seule place qualificative par groupe. Patrice, c'est vrai, je te rejoins sur ce que tu as dit. Effectivement, l'expérience de ces grandes nations, on connaît le Maroc, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, c'est l'expérience des grands rendez-vous, qui n'ont pas les petits pays, et puis, mais qui sont aussi aidés par des très bons entraîneurs français qui ont l'expérience de la France et qui ont un vécu et qui ont aussi appris, grâce à la formation française, que les entraîneurs ont des diplômes, et c'est ça qu'ils peuvent démontrer des bonnes choses en Afrique. Et c'est bien aussi pour les continents africains, pour pouvoir apprendre avec ces gens-là et former leurs futurs entraîneurs chez eux. Et je pense que c'est bien. Oui, tout à fait. Et puis le Mozambique avec 0 participation Coupe du Monde. Avant de retrouver justement Stéphane Saint-Raymond pour nous parler de la FIFPro Afrique, le congrès justement qui aura lieu au Caire, en Égypte, et de retrouver aussi Patrice Loco qui va nous parler de ses projets associatifs au Congo. Nous allons juste jeter un coup d'œil sur le championnat de ces pays. Et tout d'abord avec l'Angola, le championnat qui a débuté en février et s'est terminé au mois d'octobre. Et donc c'est De Agosto et qui a pris le titre devant Pedro Luanda et descendent justement division inférieure Asa et Santa Rita. Pour ce qui concerne maintenant la Zambie, eh bien, ce sont des équipes qu'on connaît, championnat qui se termine au mois de décembre avec Zesco United qui est en tête devant Zanaco. Ce sont des équipes qui participent souvent à la Coupe d'Afrique des clubs. Et puis le dernier classement, c'est celui du Mozambique avec Songo, championnat qui s'achève également au mois d'octobre 2017. Et puis celui de la Zambie se termine exactement au mois de décembre. Alors je vous disais Mozambique avec en tête, Songo qui a terminé en tête, donc Costa do Sol 2e et Ferroviário Nakala à la 3e place de ce championnat. Voilà ce qu'il fallait dire à propos de ces 3 pays. Stéphane Raymond, c'est ça? N'hésitez pas. Oui. Et Stéphane Raymond, donc l'Afrique, justement, nous allons y rester pour le congrès de la FIFPro. Alors, est-ce que tous les pays sont conscients qu'il y a un organisme, un syndicat pour les défendre, tous les pays africains? Oui, vous voyez, on parlait il n'y a pas très longtemps du Mozambique, de la Zambie et de l'Angola, qui sont 3 pays qui, à l'intérieur desquels des associations de joueurs se créent. Nous les suivons, plus particulièrement la Zambie, que nous espérons voir rejoindre très rapidement la FIFPro. Mais oui, dans de très nombreux pays dans le monde, puisque la FIFPro aujourd'hui c'est quasiment 70 pays dans le monde, c'est-à-dire que partout où il y a du football réellement professionnel, on ne va pas aller dans des pays où le championnat n'est pas professionnel, où les footballeurs ne vivent pas
de leur métier, de leur métier. On ne va pas aller là, mais on va se développer partout ailleurs. On est partout développé en Europe. On est très grandement développé en Afrique, puisque aujourd'hui, on a 14 pays membres de la division. On est tous les pays d'Amérique du Sud nous ont rejoints, et en Asie aussi, quasiment tous les grands pays sont présents. Donc oui, les pays savent que la FIFPro existe, et la FIFPro progresse petit à petit. La FIFPro vient de signer un accord majeur que l'on qualifie d'historique, comme on avait qualifié d'historique celui signé en 2006 avec la FIFA, sur notamment toute l'organisation du système des transferts, qui va donner beaucoup plus de liberté aux joueurs, notamment dans tout ce qui est contractuel. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de joueurs, puisque 41% des joueurs dans le monde ne sont pas payés régulièrement quand ils sont payés. Avec ces nouveaux accords signés avec la FIFA, nous espérons y mettre un terme. Alors voilà justement le nouveau conseil, le board, comme vous l'appelez, nous allons voir d'ailleurs sous ce Ça, c'est le board de l'Afrique qu'on va montrer. Hein. Oui, tout à fait. On va voir qui compose justement. Alors, vous pouvez nous dire quelques mots justement à ce propos? Je sais que le président, le représentant est désormais Jérémy Zitap. Voilà, le représentant. Alors, le nouveau board de la FIFPro Division Afrique a été élu au mois de juillet dernier au Ghana, et il est aujourd'hui composé de. Voilà, comme ça paraît. Hein. Voilà, Jérémy Njitap, que pas besoin de présenter, un joueur du Real Madrid de Chelsea, le plus beau palmarès du football africain après Samuel Eto'o, d'Anthony Bafoué qui a joué en France, qui est très connu aussi, de Cyril Demoro, qui n'est pas besoin de présenter, qui était capitaine de la Côte d'Ivoire lors de la première participation de la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde en 2006. Il y a Abdelghani, qui est le plus grand footballeur égyptien de tous les temps, le dernier buteur égyptien en Coupe du Monde. J'espère que quelqu'un va lui piquer sa place, comme ça il ne nous embêtera plus avec ça dans les prochains mois. Et puis il y a un Sud-Africain, Toula. Et puis nous avons également comme président d'honneur Didier Drogba, ce qui fait que les grands joueurs vraiment s'intéressent à ce qui se passe. Ils ne font pas ça pour eux, ils font ça pour leur pays, pour les joueurs de leur pays, et ils donnent un sacré exemple. Et bon, moi je rigole souvent avec ça, mais on a avec notre petit board de la FIFPro Afrique, ça représente 429 sélections internationales, 2 ou 3 Coupes d'Europe et je ne sais plus combien de Jeux Olympiques et de Cannes. C'est exceptionnel, c'est extraordinaire, mais ce sont des gens qui s'investissent totalement, et ça c'est vachement important pour nous, et c'est motivant de travailler en sachant que les grands joueurs viennent nous soutenir et viennent nous aider pour tout un tas de causes, et je sais que c'est quelque chose qui parle à Patrice. Qui veut justement dire un mot, Patrice? Oui, Didier Drogba. Donc moi, j'habite Vannes, en Bretagne. Lui, il a commencé dans ce petit club-là, donc les gens se rappellent de lui en bien. Hein. Et je suis content qu'il s'investisse, mais il n'est pas le seul à s'investir. Hein. Il y a d'autres grands joueurs qui s'investissent aussi dans leur pays ou dans même d'autres pays. Et je trouve que c'est une bonne chose parce que ça élève le niveau des fédérations ou des équipes ou des joueurs même. Et puis ça booste aussi l'économie, ça booste aussi les gens. Parce qu'on sait très bien qu'en Afrique, les joueurs, les gens adorent le football. Hein, ils sont toujours dans les matchs, les stades. Moi, j'étais en Afrique, les stades sont pleins parce que le football, c'est une religion entre guillemets, et les gens adorent venir au match. Patrice, on vous retrouve tout à l'heure. Nous allons voir une photo chez Stéphane, et pendant cette photo, vous allez nous commenter cette photo et nous dire, en gros, quels sont les thèmes qui vont aborder, les thèmes principaux, avant de retrouver Patrice dans quelques instants. Alors, la photo que nous allons voir, tiens, vous pouvez déjà nous dire, Stéphane, quels sont les thèmes qui seront abordés? Tiens, cette photo, la photo. Ah, ça c'est notre board nouvellement élu au Ghana. Mais là, ce que nous allons aborder évidemment au Caire la semaine prochaine, c'est l'accord historique signé avec la FIFA, parce que il va changer la vie de tout d'un nombre important de joueurs dans le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un joueur qui n'est pas payé pendant 2 mois, il peut rompre son contrat, il ne sera plus justiciable comme il l'était avant. Les clubs qui ne payent pas les joueurs seront privés de possibilités de transfert, et les joueurs qui sont aussi violentés pour les renouvellements de leur contrat pourront aussi rompre leur contrat et chercher et trouver un nouveau club. Ça, c'est super important. Jusqu'à maintenant, il n'y avait rien de fait dans ce sens-là, et nous allons aussi travailler à améliorer le système des transferts, c'est-à-dire le rôle des agents, les sommes d'argent qui sont échangées, les surveiller, les tracer.
embrasser, pourquoi pas faire des fonds pour aider l'ensemble des footballeurs. La FIFA, c'est pas parce qu'il y a des nouveaux dirigeants à la FIFA, comme il y en a des nouveaux d'ailleurs, et ça se passe très bien avec la CAF, c'est aussi parce que le travail effectué par la FIFPro ou la division Afrique de la FIFPro depuis 10 ou 15 ans porte ses fruits et qu'on arrive à faire entendre notre message. Et notre message, c'est celui des footballeurs. C'est pas normal aujourd'hui que 41% des footballeurs ne soient pas payés correctement. Est-ce que vous imaginez, vous, José, ne pas être payé à la fin du mois? Est-ce qu'un plombier imagine ne pas être payé à la fin du mois? Non. Mais quand c'est le football, on trouve ça normal. Et nous, on ne trouve pas ça normal. Et Patrice, je sais que tu ne trouves pas ça normal. Oui. Alors, Karim, dans quelques instants, parce que nous sommes pris par le temps, Patrice, je voulais juste d'abord parler avec Patrice de son projet associatif. Vous êtes parrain de Nord-Foilina, du côté du Congo. C'est Congo-Kinshasa ou Congo? Alors, pas tout à fait. Je suis parrain d'une association en France qui s'appelle les Amis de Brazzaville, que mon papa a créée il y a quelques temps, quelques années. Il est décédé maintenant, mais l'association continue. C'est Philippe Mallet, un médecin de la ville de Sully-sur-Loire, puisque l'association se trouve dans le Loiret, pas très loin de Paris, qui gère un petit peu tous les bénévoles qui travaillent pour cette association pour aider un orphelinat au Congo-Brazzaville. Donc c'est Brazza, c'est pas Kinshasa, mais il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est à Brazzaville. Donc on a quelqu'un sur place, c'est Christian, mon cousin, qui reçoit tous les dons, les paquets qu'on peut envoyer pour pouvoir aider cet orphelinat. Et puis tous les bénévoles à Sully-sur-Loire se mobilisent pour pouvoir récolter des fonds. Ils font des ventes de livres, ils font des ventes de bouquins bien sûr, ils font des ventes d'objets pour pouvoir, des objets africains qu'on ramène en France pour que les gens puissent les acheter et participent à aider. Et en plus c'est complètement transparent puisque les gens savent combien il y a dans l'association et combien va pour ces enfants-là. Il y a des petits films quand Dr Mallet, Philippe et Pascal vont au Congo. Ils ramènent des films, ils font des photos, des films et ils montrent aux gens qu'est-ce qui a été acheté. Vous savez, dans un orphelinat, il faut tout. Et même des fois, quand il y a des problèmes dans le pays, avec l'inondation, les problèmes, des fois il manque des choses ou des pillages aussi, malheureusement. On pille même les orphelinats maintenant, c'est un petit peu dommage. Donc moi je suis ça de près. Et comme ça, on peut aider ces jeunes enfants qui vont même à l'école. On arrive à payer aussi des cours et des fournitures pour qu'ils aillent à l'école. De très belles actions. Voilà, en tout cas, Patrice, je voulais juste dire que c'est une très bonne association qui fait beaucoup de choses. Et moi, je suis le parrain et je sais que je vais faire bientôt un match pour cette association-là. Là, je me démène pour pouvoir faire un match avec le CIF, le Club des Internationaux, qui puisse venir faire un match pour l'association, avec une autre équipe bien sûr, pour pouvoir récolter des fonds. Et je sais qu'il y a beaucoup de joueurs de foot qui font ce genre de choses. Ce n'est pas forcément toujours médiatique, mais là, c'est quand même une petite association. Je voulais quand même leur rendre hommage aux gens qui travaillent. Merci Patrice. Merci Stéphane, qu'on retrouve dans la troisième partie de cette émission pour reparler de la FIFPro Afrique. Et Karim, vous voulez dire un petit mot rapide, parce qu'il faut qu'on nous remette sur l'antenne. En fait, c'était une toute petite question pour M. Saint-Raymond par rapport aux joueurs pas payés. Il faut qu'il soit court. Ça va être très court. Est-ce que la FIFPro a un moyen d'agir même au niveau des sélections? Parce que les sélections sont les vitrines justement du football africain. Et souvent dans les sélections, il y a des problèmes de primes pas payées, etc. etc. Est-ce que la FIFPro peut agir aussi en ce sens? Stéphane, très court. La FIFPro conseille les joueurs, mais on ne peut pas agir. On n'a pas de vecteur pour agir directement. Mais on écrit régulièrement et aux fédérations et à la FIFA pour s'en plaindre. Voilà. Merci monsieur. On se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie de l'émission.